Si ce dessin vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal puisque c'est le dessin qui est toujours en première page des albums de la BD Astérix. Donc quel est le territoire représenté sur ce document? Eh bien c'est tout simplement la Gaule en 50 avant Jésus-Christ, après la conquête romaine. On voit sur ce dessin de Goscinny donc nombreux éléments qui montrent que ce territoire est romain. On y voit notamment ici l'aigle romain, symbole des légions, le drapeau rouge également. Vous avez marqué SPQR, dont on a parlé dans la partie précédente. Tout le sud-est était une province romaine. On voit les légions romaines également présentes ici. Alors, pourquoi on s'intéresse à cela et on montre ça? Parce que la BD Astérix est assez révélatrice de la façon de combattre des Romains, même si c'est sur le mode humoristique. Et donc on va s'intéresser en grand 3 aux conquêtes romaines. Donc comment les Romains ont-ils conquis un immense empire? Et on va s'intéresser donc à l'exemple de la conquête de la Gaule, à partir justement de ce qu'on vient de voir là. Donc pour commencer, observons un petit peu là comment se déroulaient les conquêtes de la Gaule par Jules César. Donc en 58 avant Jésus-Christ, les Romains possèdent déjà ce qu'on appelle la Gaule cisalpine, c'est-à-dire le nord de l'Italie, tout le sud-est de la Gaule française, donc qui est devenue une province romaine appelée la Narbonnaise, du nom de Narbonne. Il y a la présence de la ville de Lugdunum, c'est-à-dire Lyon, à la frontière, on va dire, de la province romaine et du reste de la Gaule. Alors les Gaulois sont divisés en plein de peuples qui ne sont absolument pas alliés à cette époque, et Jules César va profiter de cela pour justement jouer de la division pour les attaquer et les vaincre. Donc il va faire plusieurs campagnes militaires, souvent difficiles, contre les différents peuples gaulois, en moins 58 contre les Helvètes, la Suisse actuelle, et ensuite dans le nord de la Gaule, contre les Trévires, en Belgique, il va même faire quelques incursions en Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle. Il va combattre les Vénètes, moins 56, l'Aquitaine, et il va croire l'avoir remporté donc au bout de 6 ans de guerre, mais un jeune chef gaulois, chef des Arvernes, qui s'appelle Vercingétorix, va allier une bonne partie des peuples gaulois et lutter contre Jules César. Alors il va croire la victoire après la bataille de Gergovie en moins 52, qui est une victoire donc gauloise, mais il va se retrouver Vercingétorix enfermé avec une bonne partie de son armée à Alésia et va devoir subir le siège des Romains de Jules César. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite à propos de la bataille d'Alésia. Donc ici on a un buste de Jules César retrouvé dans le Rhône à Arles il y a quelques années. Donc Jules César, devenu consul, se lance à la conquête de la Gaule. Il met 7 ans à la tête de son armée à battre les peuples gaulois. La dernière bataille a lieu à Alésia en 52 avant Jésus-Christ. Voici un dessin qui reconstitue l'oppidum d'Alésia. On voit donc une colline fortifiée et autour les fortifications romaines lors du siège. Alors, on va faire donc un récit de la bataille d'Alésia. Alors, voici toutes les phrases qui vont servir à ce récit, mais elles sont dans le désordre, donc on va s'amuser à les remettre dans l'ordre. Alors, les Romains vont encercler les Gaulois à Alésia, donc ils vont construire un certain nombre d'ouvrages qui cherchent à attaquer Alésia, mais aussi à l'entourer pour empêcher les Gaulois de sortir. Donc ces fortifications sont extrêmement complexes. Il y a 2 lignes de murailles, on va dire en bois, avec des tours. Il y a des trous, certains remplis d'eau, d'autres vous avez des pics en bois qui ressortent, des choses qui sont cachées pour empêcher les chevaux de passer, par exemple. Tout un tas de fortifications qui ont pour but d'attaquer les Gaulois qui sont dans Alésia, mais aussi de se défendre d'une attaque gauloise venant de l'extérieur. Donc ces fortifications vont permettre à Jules César de gagner ce siège d'Alésia et va entraîner la défaite de Vercingétorix. Donc cette victoire de César d'ailleurs a été racontée essentiellement par lui-même dans la guerre des Gaules au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc il raconte toute sa conquête de la Gaule. Alors ce qui a l'avantage de nous la faire très bien connaître, mais des avantages de nous la faire connaître surtout du point de vue de Jules César, donc c'est-à-dire du point de vue du vainqueur. Donc cette image très célèbre, pour terminer, de la reddition de Vercingétorix, donc quand il se rend et qu'il jette ses armes aux pieds de Jules César, chose d'ailleurs qui n'est absolument pas attestée historiquement parlant, on n'est pas du tout sûr que c'est vrai. Ceci est un tableau du 19e siècle. Alors, pour résumer,
on va raconter donc cette bataille. Tout d'abord, la bataille d'Alésia s'est déroulée donc en Gaule en 52 avant Jésus-Christ. On commence toujours par raconter une bataille par le lieu et la date. Ensuite, elle a opposé les Gaulois dirigés par Vercingétorix aux Romains de Jules César. Il est logique de parler des différents belligérants, c'est-à-dire des qui combattent qui. On la connaît grâce au récit de César lui-même dans la guerre des Gaules. Alors ensuite, on raconte la bataille elle-même. Les Gaulois se sont réfugiés dans l'oppidum d'Alésia. Les Romains ont encerclé Alésia et en ont fait le siège. Pour cela, ils ont construit autour des fortifications immenses pour empêcher les Gaulois de sortir. Une armée de secours est arrivée pour aider Vercingétorix, mais elle a été battue par Jules César, ce qui a fait que Vercingétorix n'avait plus beaucoup de choix. Affamés et battus, les Gaulois vont être forcés de se rendre, et Vercingétorix dépose ses armes au pied de César. Il va ainsi être fait prisonnier ainsi que les restes de son armée, et il va d'ailleurs mourir dans un cachot à Rome, assassiné sur l'ordre de César. Donc, petit 2, les conquêtes romaines de manière générale cette fois-ci, avec ici un bas-relief du 1er siècle avant Jésus-Christ qui nous montre des soldats romains à l'attaque. On voit ici les légionnaires avec leur équipement de base, hein, le bouclier, le glaive et la lance, et le casque. Alors, voici une carte, pas très belle d'ailleurs, des conquêtes romaines au fil du temps. Tout d'abord, on voit que les Romains en 264 avant Jésus-Christ possèdent essentiellement l'Italie, hein, donc à partir du 4e siècle, où ils ne possédaient que cela, les Romains vont commencer à conquérir toute la péninsule, et ils possèdent donc une bonne partie de la péninsule, sauf l'Italie du Nord, en 264 avant Jésus-Christ. Ensuite, ils continuent leur conquête. Pendant 2 siècles, ils vont conquérir tout d'abord donc le nord de l'Italie, la Cisalpine, les îles méditerranéennes, Corse, Sardaigne, Sicile. Ils vont conquérir le sud-est de la Gaule, la Narbonnaise, l'Espagne, l'Illyrie, la Croatie actuelle, la Macédoine, la Grèce, une partie de l'Asie mineure, de la Syrie et une partie du nord de l'Afrique notamment. Ils vont conquérir Carthage, qui était leur grand concurrent depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ pour la conquête de la mer Méditerranée. Il y a eu 3 guerres contre les Carthaginois qu'on a appelées les guerres puniques, guerres qui ont failli être emportées d'ailleurs par le chef carthaginois Hannibal, qui va, lors de la deuxième guerre punique, envahir l'Italie et être tout près de détruire Rome. Mais ça sera au final un échec, et les Romains vont se venger en conquérant Carthage et en la détruisant totalement, donc lors de la troisième guerre punique. Donc on voit que en 58 avant Jésus-Christ, les Romains possèdent une bonne partie du tour de la mer Méditerranée, conquêtes qui vont compléter les 30 ans suivants, en conquérant donc la Gaule avec Jules César, mais aussi une partie de l'Afrique avec la Numidie, et enfin l'Égypte de Cléopâtre en dernier. Donc on voit bien que les Romains possèdent un territoire qui fait que toute la mer Méditerranée leur appartient. Ils vont même parler de Mare Nostrum, notre mer, puisque où qu'ils aillent et où qu'ils abordent dans cette mer, ils sont chez eux. C'est quasiment un lac romain. Donc voilà pour cela. Entre le 4e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains enchaînent les conquêtes. Ils contrôlent notamment Carthage, l'Égypte et la Gaule. Ils dominent ainsi tout le tour de la mer Méditerranée. Ces conquêtes ont été possibles grâce à la force de l'armée romaine. Tout d'abord, cette force de l'armée provient du fait que tous les citoyens doivent participer à l'armée. Il y a un service militaire de 10 ans dans la cavalerie et de 16 dans l'infanterie comme fantassin. L'unité de base de l'armée est la Légion, qui est composée de 4000 fantassins et 300 cavaliers, donc il y a plusieurs légions. Ces légionnaires donc sont armés d'un bouclier, d'un glaive, de lances, d'un casque et d'un panache rouge ou noir qui est formé de plumes, donc pour permettre de bien les voir. Les plus riches d'entre eux portent une tunique recouverte de métal. Donc c'est ce que nous raconte Polybe ici au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous avez ici une statue qui reconstitue un légionnaire romain. Donc on voit bien le bouclier, le casque à panache et la tunique de cuir recouverte de métal, le glaive et la lance. Alors, ces conquêtes, donc on a dit, ont été possibles grâce à la force de l'armée romaine parce qu'elle est nombreuse, donc car elle est composée donc de citoyens. Les soldats sont appelés des légionnaires et ils sont bien équipés. Alors, autre élément qui fait de la force de l'armée romaine, ici un texte de Tite-Live qui nous raconte au 1er siècle avant Jésus-Christ le cas où une armée romaine s'est enfuie. Le consul, chef de l'armée, donc qui parvient à réunir les troupes, va appliquer une discipline extrêmement sévère puisque il va faire tuer tous les officiers
qui avaient fui en les faisant décapiter. Et ensuite, il fait tuer un soldat sur 10, donc ce qu'on appelle une décimation, un dixième des soldats sont tués. Alors cette peine extrêmement sévère a pour but de servir d'exemple. On peut comprendre que, instruit de cet exemple, justement, les soldats romains soient guère tentés de fuir les fois d'après. Donc cette discipline et cette rigueur romaine se retrouvent dans un camp de légionnaires romains, puisque une armée romaine en campagne militaire, pour s'arrêter le soir et se reposer la nuit, construit un camp, donc camp qui est carré, avec des fossés. On construit une butte sur laquelle sont mises des palissades en bois. Le camp a 4 ouvertures qui sont donc rectilignes. Au centre du camp, un autel et la tente du consul, donc un autel pour les sacrifices. Et le camp est très bien organisé avec les tentes des légionnaires, des écuries, les tentes des officiers, mais aussi les tentes des troupes auxiliaires, c'est-à-dire les peuples qui étaient alliés aux Romains. Donc ces camps très célèbres grâce à la BD Astérix montrent bien en tout cas une rigueur militaire très très forte dans l'armée romaine. Donc pour terminer, donc si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut finir en disant qu'elle est organisée en légion où l'ordre et la discipline sont très importants. Une légion donc est une unité de l'armée romaine composée de 4000 hommes. Chiffre qui varie d'ailleurs selon la période de l'histoire romaine qui dure plus de 1000 ans. Petit 3, les conséquences des conquêtes, ça va être très rapide. Les conquêtes enrichissent une partie des Romains et enrichissent Rome de manière générale. Les prisonniers sont transformés en esclaves et les territoires conquis vont être pillés, c'est-à-dire volés. Des généraux vainqueurs vont, devant toute cette richesse qui afflue et ces victoires, vont désirer plus de pouvoir. Il va y avoir à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ de nombreuses guerres civiles entre généraux romains, par exemple la guerre entre Pompée et César, guerre qui va être remportée par César d'ailleurs. Une guerre civile est une guerre qui oppose des armées du même pays. On en a l'exemple actuel par exemple avec la guerre en Syrie. Donc cette monnaie romaine de 44 avant Jésus-Christ nous montre bien cette volonté de César de prendre tout le pouvoir pour lui, puisqu'il est marqué sur cette pièce Caesar, donc Jules César, dict perpetuo, ce qui veut dire dictateur à vie. Donc on voit ici Jules César avec sa couronne de laurier. En effet, Jules César va, après sa victoire contre Pompée, vouloir se faire nommer dictateur à vie, c'est-à-dire diriger en fait tout à Rome et abolir la République. Donc c'est ce que il résumait ici. Il essaye de prendre tous les pouvoirs. Mais ça va pas bien se terminer pour lui, puisque un complot de sénateurs, illustré ici dans ce dessin du XXe siècle, un complot de sénateurs va le prendre par surprise et ils vont l'assassiner de coups de couteau. Il aurait été poignardé par tous les sénateurs qui avaient fait ce complot, l'un après l'autre, et il va mourir. Donc parmi ces sénateurs, d'ailleurs, un de ses fils adoptifs, Brutus, qui aurait fait dire à César, c'est une phrase célèbre, tu quoque fili, toi aussi mon fils, donc tu fais partie de mes assassins. Donc il est donc assassiné en 44 avant Jésus-Christ, et suite à cela, son autre fils adoptif, Octave, va quelques années plus tard mettre fin à la République en devenant empereur et en créant l'Empire romain, mais c'est ce que l'on verra dans le chapitre suivant.